tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bonjour, bon dimanche, bonjour Martial, bonjour Stéphanie, bonsoir Christophe, bonsoir Lynn, bonsoir Manu, coucou mon cœur, bonsoir Karine, bonsoir Sandra, bonsoir Mélanie, j'espère que tu vas mieux, coucou Véro, bonsoir Christelle. Donc, déjà, merci d'être présent. Comme d'habitude pour le live, je vais vous présenter les modos. Il y a Manu, il y a Véro, il y a ma petite femme Caro, il y a sûrement Nathan qui va passer tout à l'heure. Ils sont là pour faire respecter, hein, donc il n'y a pas de souci. J'espère que vous allez tous bien. J'ai essayé de parler un peu plus fort aujourd'hui. J'espère que j'aurai pas de problème de micro. Ah voilà, Nathan qui est arrivé. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche. Merci d'être présent pour ce live. J'ai arrêté de remettre sur ma chaise. Ah, tant mieux Mélanie. Merci à tous pour vos partages. Hop là. Bon, que dire. Alors d'habitude j'essaie de commencer par un peu ce qui s'est passé cette semaine, mais bon, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles cette semaine. Il n'y a pas passé énormément de choses dans le monde paranormal. Enfin, rien sur lequel je voudrais réagir, donc voilà. Non, ce n'est pas que toi la loi. Il y a beaucoup de monde qui font la loi ce soir. Bonsoir Laurence, bonsoir Souris. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je vous avais dit ce soir que je ferai un live. Je vais faire un live sur les cités légendaires. Je n'ai pris que deux cités. Bon, vous verrez pourquoi, parce que déjà je les ai développées. Non, je ne traiterai pas de l'Atlantide, je ne traiterai pas d'Avalon. J'ai essayé de trouver des cités moins connues. Donc voilà. J'espère que vous ne serez pas trop déçus. Mais il y a tellement de cités légendaires que je pourrais faire des lives de 7-8 heures dessus. Donc j'en ai choisi deux. Si ça vous plaît, je vous reproposerai d'autres cités légendaires, hein. Comme d'habitude, dans ce sondage, je vous le reproposerai. Bonsoir Françoise. Hop là, je me relève un peu. Bon voilà. Donc si, l'actualité de cette semaine, j'ai oublié quelque chose. J'espère que vous avez tous vu le live de ma femme hier, son enquête solo au château d'hier soir. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à l'avoir en replay sur Indivis, hein. Je vous remercie tous, pour tous ceux qui étaient présents, pour votre participation, pour vos partages. Et merci pour le soutien que vous avez apporté à ma femme. Et donc voilà, c'était que la première étape de son enquête. Elle va retourner faire une deuxième enquête. Stéphanie, tu adores les légendaires. La BD Les Légendaires, peut-être? Non, je ne vais pas traiter d'Eldorado. Bien que ce soit une cité légendaire sur laquelle j'ai hésité à traiter. Voilà, sur toutes les cités légendaires qu'il y a, il y en a énormément. C'est connu, inconnu, dans toutes les cultures, dans toutes les nations. J'en ai choisi deux. Euh, donc vous verrez une française et une. J'ai choisi une française et une internationale. Voilà. Donc voilà. Le chat fait des siennes maintenant. Hop là, donc nous allons attaquer. Donc la première cité légendaire dont je vais traiter, c'est la cité 10. Donc certains connaîtront, hein. C'est une cité française, oui, bretonne. Voilà. Donc la cité 10.
la cité 10 est une ville issue des contes bretons. La cité 10 a connu selon les légendes le même sort qu'Atlantide, en finissant engloutie sous les eaux. Si plusieurs récits existent à son sujet, celui de Charles Guyot de 1926 est le plus complet et servira de référence. Donc voilà, j'essaierai de vous citer un peu plus mes références. Voilà, je me base sur le texte de Charles Guyot. Ah, j'espère que j'ai cru que j'avais lagué. Ah, alors, je suis désolé pour les commentaires, j'ai toujours le même problème avec Facebook, il ne veut pas me faire défiler les commentaires, donc je suis obligé d'être sur la page et de les faire défiler à la main, donc je ne verrai pas forcément tous vos commentaires, j'en suis déjà désolé. Alors il y a un petit bug parce que j'ai dû donner un petit coup dans mon bureau et ça a fait une mauvaise connexion. Ah, je bug encore. Comment ça se fait que je bug? Ah, attendez, je vais essayer de régler ça. Bougez pas. Hop là. Ah, pourquoi je bug? Ah, c'est pas possible, on va arrêter ça. Oh là là. Non, c'est bon, je suis revenu. Ah, je suis désolé, j'ai eu un problème de réseau. Sur un PC fixe, c'est pas mal quand même. Bon. C'est bon? Le live a repris? Oui, je me vois, attendez. Je vais m'écouter un peu. Voilà, si c'est bon, je suis revenu. Alors, je suis désolé, problème de réseau. Pour une fois que j'ai pas de problème de son, j'ai un problème de réseau. Donc voilà, donc je vais vous parler de la cité légendaire d'Is. Je vais reprendre le début, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc Is est une ville issue des contes bretons. La cité d'Is a connu selon les légendes le même sort qu'Atlantide, en finissant engloutie sous les eaux. Donc je vais me baser sur le récit de Charles Guyot de 1926 pour vous raconter cette légende. C'est bon? Ah, c'est bon, vous l'avez repris. Donc voilà, alors pour commencer, on va parler du... Donc voilà. Oh putain, je vais pas y arriver. La légende débute dans les terres barbares du Nord. Le duc de Gradelon, pardon, donc ce duc que vous voyez là, tomba amoureux de la reine ennemie Malgwen, une sorcière. Donc ces deux devenant amants donnèrent naissance à Alès ou Dahu. Suivant les légendes, elle a deux noms différents. Donc de cette naissance arriva Dahu. Oh, il n'a pas envie aujourd'hui. Devenant amants, ils construisirent la forteresse de Is. Attendez, je me suis... voilà. Donc ils deviennent amants et de cet amour né à Es ou Dahu selon les légendes. Malgan mourut lors de cette naissance, donc elle ne connut pas sa mère. Donc son père construisit la cité 10, que vous avez au début, dans la baie de Douarnenez. C'était une ville extraordinaire entourée de digues pour la protéger des eaux, avec une immense porte toujours fermée dont seul Gardelon avait la clé. Elle était prospère et les habitants venaient de tous les horizons. Les différentes cultures s'y mêlaient et tout le monde y était riche. Elle était dirigée par Gardelon, donc, qui veillait à ce que tous les individus soient égaux dans la cité. Donc, un jour, les moines Corentin et Guénolé, donc ces deux messieurs-là, attendez. Voilà. Donc ces moines vinrent à Is pour construire une église. Le duc leur refusa de construire l'église à l'intérieur de la cité pour garder l'universalité de sa ville, mais il accepta qu'il la construise à côté, ce que les moines acceptèrent. Tout se passait bien, les deux moines étaient heureux de vivre dans un lieu tel que celui-ci. Ils finirent même par devenir amis avec Garlon, qui peu à peu se convertirent au christianisme. Je sais pas parler plus fort. On t'entend pas. Moi, je m'entends, moi. Depuis tout à l'heure, on te le dit quand même. Je vois pas les commentaires. Ben, regarde les commentaires.
Je ne vois pas les commentaires, ils défilent pas. Ben oui, mais parle plus fort. Un jour où j'aurai pas un problème de son. Donc voilà, je m'excuse, comme je vois pas les commentaires, j'ai pas pu voir ce que vous me disiez, qu'il y avait toujours un problème de son. Pourtant j'ai changé de micro. Donc voilà, je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors je suis désolé. Je suis désolé si vous n'avez pas réussi à. J'espère que vous avez suivi le début de l'histoire. Si vous voulez, je recommence, il n'y a pas de souci. J'en suis vraiment désolé. Ouais, ma femme a une voix qui porte plus que moi. Alors, je suis désolé, j'ai pas vu le commentaire, j'étais parti dans mon récit. Donc en fait, pour résumer, le duc tomba amoureux d'une reine sorcière. Il donna naissance à Dahu, à S, suivant les légendes. Sa mère mourut à sa naissance. Son père construisit la cité 10, donc celle-ci. Voilà, la cité 10. Dans laquelle c'est une cité multiculturelle. Il acceptait tout culte des cultures. Tout le monde y vivait riche et prospère. Il arriva deux moines, voilà, Corentin et Guénolé, qui voulurent construire une église dans la cité, mais le roi leur refusa pour garder le principe d'universalité dans sa ville. Il leur permit d'ériger à l'extérieur cette église. Les moines l'acceptèrent, comprenant tout à fait pourquoi. Ils finirent même par être heureux de vivre là-bas et devient amir avec le duc et qui se convertit peu à peu au christianisme. Voilà, j'ai fait un petit résumé du début, hein, j'en suis désolé. Si vous m'avez pas entendu, j'espère que vous m'entendez mieux. Non, benzène de ménage. Alors bizarrement, normalement j'ai la voix qui porte, mais j'arrive pas à appuyer devant un micro sur un live. Donc voilà. euh, on va reprendre le fil de l'histoire. Donc on a ces deux moines qui ont construit leur église hors de la ville et qui sont devenus très amis avec le duc, qui l'ont même converti au christianisme. Il faut savoir que la princesse, donc Aes ou Dahu, comme vous préférez, donc je vais l'appeler Aes, euh, avait tous les soirs un nouveau fiancé. Elle lui mettait un masque noir sur le visage. Il restait avec elle jusqu'au matin, et dès le chant de l'alouette se faisait entendre, le masque se resserrait sur la gorge du jeune homme et l'étouffait le fiancé de la nuit. Un cavalier prenait alors le corps sur un cheval pour aller le jeter dans l'océan, au-delà de la baie de Trépasse. Ainsi, tous les fiancés de Dahu mouraient au matin, jetés à la mer. Donc voilà, il faut savoir que Dahu, en gros, était une femme facile qui avait tous les soirs un nouvel amant et qui le tuait au matin. Donc suivant les légendes, soit elle l'assassinait, soit elle avait ce masque donc qui l'étranglait. Donc dans cette partie de la légende, voilà, la manière de mourir peut être différente suivant les légendes, mais le résultat est toujours le même. Elle tue son amant du soir tous les matins. Donc, suite à ça, un soir, Aes choisit un nouvel amant qu'elle voulait masquer comme toujours. Le matin, au moment de tuer, il enleva son masque. Elle découvrit un homme aux cheveux écarlates et d'une beauté qui la fascina. Elle tomba amoureuse de lui et lui promit corps et âme. L'homme lui demanda la clé de la cité accrochée au cou de son père en échange de rester avec elle. La nuit suivante, Aes, en rentrant dans la chambre de son père, lui déroba la clé pendant son sommeil, ignorant qu'elle avait pactisé avec le diable. Puis elle alla à l'entrée de la cité rejoindre son amant, lui donner les clés de la cité. Avec celle-ci, il ouvrit la porte et les eaux s'engouffrèrent dans la ville. Je regarde vos commentaires, excusez-moi. Donc voilà. Aes a trouvé un nouvel amant. Un amant qu'elle a trouvé tellement beau qu'elle n'a pas pu le tuer. Et manque de chance pour elle, en fait, cet amant était le diable. Pour rester avec lui, elle lui a offert la clé de la cité qui appartenait à son père. Et donc celui-ci ouvrit la porte et commença le déluge dans la ville 10.
Donc le duc, voyant la cité couler, monta sur son cheval Morvache, qui était un cheval magique, avec Guénolé, donc l'un des deux prêtres, pour s'enfuir. Dans leur fuite, ils virent Aès complètement perdu et décida de la sauver malgré les réticences de Guénolé. Parce que Guénolé savait que c'était à cause d'elle que la cité avait été dans cet état-là. Mais les eaux étaient trop fortes et le cheval n'arrivait pas à avancer avec 3 personnes sur son dos. Guénolé insista pour que le duc abandonne sa fille et il finit par arriver à convaincre le duc de l'abandonner. Donc voilà, ça c'est une des peintures les plus célèbres de Lys. C'est la fuite du duc avec sa fille et Guénolé, donc le prêtre. Pour réussir à s'en sortir, en fait, ils abandonnèrent la... Donc le duc poussa sa fille et elle tomba dans les flots. Elle fut emportée avec la cité et devient une créature s'apparentant à une sirène. Les deux hommes partirent ensuite dans le sud où le duc fonda une nouvelle cité, Quimper. Donc voilà à quoi ressemblerait la AS aujourd'hui. Oh, pardon. On raconte que la cité d'Is dort toujours sous les flots et que le jour de calme on entend le son de ses clochers. Son nom donna à celui de la capitale Paris, venant de Par-Is, signifiant en breton pareil à Is. Donc ça c'est une légende bretonne qui veut que le nom de la ville de Paris vienne du breton Par-Is, qui veut dire pareil que Is. Donc voilà. Aès qui attend sous les flots dans la ville d'Is, engloutie. Alors il y a une partie de la légende qui dit que le jour où Paris coulera, Is remontera. Donc voilà de la légende de Is. Donc c'est une légende que j'ai beaucoup aimée. Parce qu'elle est française déjà, c'est en Bretagne. Manu. Donc voilà, que pensez-vous de la ville de Is? Il n'y a qu'un Parisien pour dire ça, Nathan. C'est les Bretons qui disent que le jour où Paris coulera, Is remontera. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur la ville de Is? Il n'y a pas de souci, Laurence. Bonsoir, Jérôme. Donc voilà, c'est une légende qui mêle un peu châtiment divin, le diable, les légendes bretonnes. Puis il y a aussi une histoire de créature légendaire, puisque Aès serait devenue une sirène. Merci Stéphanie. Ah mais si Martial est breton, il doit connaître la légende alors. La légende de la ville de Is, c'est une des légendes bretonnes les plus connues. Hein. Bon, j'espère que vous m'entendez toujours bien, que j'appuie. Ouais, si ma femme n'est pas venue me dire que je parlais pas, c'est que ça doit aller. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses des questions que vous avez sur cette ville. La ville 10. Oui, tout à fait, Véro. Certains soirs, on peut voir la ville, les toits de la ville 10 effleurer l'océan. D'autres soirs, on peut entendre les clochers sonner. Mais dans beaucoup de légendes françaises, même internationales, lorsque les villes sont englouties, il y a toujours ce son de clocher qui revient.
Ah, la Bretagne, terre de légende, ça c'est sûr. Il n'y a pas de souci, Martial. Alors, en plus, Véro, tu dois reconnaître beaucoup, tu dois pouvoir en connaître beaucoup sur la ville 10, mais vu que ton mari est breton. C'était la forme. Alors pourquoi les rondes? C'est beaucoup de villes portuaires sont comme ça. En fait, c'est pour casser les vagues. Donc c'est ce que tu vois, c'est les digues qui sont autour de la ville. C'est purement. C'est le seul symbole. Enfin, c'est peut-être symbolique aussi, mais bon, c'est vraiment purement pratique pour l'instant. Ah bah ouais, forcément. Si tu connais mieux que ton mari. Oui, les deux Martial qu'on connaît sont bretons. Donc voilà ce qui est pour la première cité légendaire. Donc je vous ai choisi plutôt que prendre le basique Atlantide. Je suis parti sur la cité 10 qui a le même principe. Bon, pas les mêmes légendes, mais le même principe, c'est une cité engloutie. Donc pour la deuxième cité, on va partir sur la cité d'Agartha. Donc je vous préviens, il faut être très ouvert d'esprit pour ce cité-là. Hein. Je vais vous montrer où est situé Agartha. Voilà. Donc la ville d'Agartha est un royaume souterrain légendaire présent dans les traditions indiennes et amérindiennes. Agartha sera un royaume souterrain relié à tous les continents de la Terre par l'intermédiaire d'un vaste réseau de galeries et de tunnels. Cette croyance se retrouve dès l'Antiquité. Selon la légende, il existe encore de vastes portions de ces galeries actuellement, le reste ayant été détruit par des glissements de terrain géologiques. Le mystère demeure quant à savoir où se trouvent les différentes entrées de ces galeries, entrées qui peuvent d'ailleurs ne rester ouvertes qu'un certain temps seulement. Donc voilà, où se situe Agartha. Agartha, c'est la légende de la cité souterraine. Pas de soucis, mamie. Oui, oui, Jérôme. Donc la capitale d'Agartha s'appelle, comme Jérôme l'a si bien dit, Shambhala. La capitale de ce royaume est Shambhala. Cette croyance est très liée au monde bouddhiste, mais on y retrouve aussi le folklore du Tibet, de la Mongolie, de la Chine, du Turkestan, du Cachemire, de la Perse, de la Russie, de la France, de l'Allemagne, etc. C'est vraiment une cité, une légende multiculturelle, comme souvent. Un plan un peu plus clair de ce que serait Shambhala. Donc la cité, effectivement, la cité s'appelle Shambhala, le royaume s'appelle Agartha. Non, c'est décidé. Tout à fait, Mélanie. J'ai vu, la légende 10 a beaucoup de dérivés, BD, romans et même jeux vidéo pour une légende bretonne. Donc voilà, oui. Oui, Jérôme, tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. C'est la capitale d'Agartha, c'est Shambhala. Donc c'est une capitale multiculturelle, donc on reste en multiculturel. Hein. Donc c'est une capitale qui avait en son sein une bibliothèque qui archivait tous les savoirs perdus des légendaires continents engloutis, de l'Atlantide, de la Lémurie, qui aurait été le refuge des hommes éclairs cités dans le Jurkurpa des aborigènes australiens et dans la cosmologie mohawk, mais aussi les civilisations disparues des Mayas, des Aztèques, ainsi que les trésors cachés avant l'arrivée des conquistadors. Donc voilà, Agartha, par sa capacité à être un continent qui relie tous les continents, aurait en son sein une bibliothèque qui permettrait d'avoir les trésors et les archives de toutes ces civilisations et ces continents disparus. Voilà, ça serait un bouillon de culture de savoir. Ça serait, voilà, c'est vraiment. Le royaume d'Agartha est aussi à la base de la théorie des partisans de la Terre creuse. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, la Terre creuse, c'est ça. C'est la théorie de la Terre creuse.
Donc en son sein, il y aurait des restes de la Lémurie, il y a actuellement, de l'Atlantide. Donc là, après, je vais vous parler d'un... Alors attendez, je vais voir où vous en êtes des commentaires, excusez-moi. Alors je vais vous donner quelques indices après sur les endroits possibles pour rejoindre Argata. Argata. Donc je vais vous parler un peu d'alchimie. Dans certains rapports d'alchimie, notamment euh, une énergie appelée le vril. Alors, alors là, ça va être un peu technique, mais moi il y a des choses que j'ai pas compris, je vous préviens. Ce sont les peuples de ce royaume souterrain qui sauraient utiliser cette énergie. Il y a une part de rêve, de conte, de mythe. Voilà, c'est la capacité à entrer, à voir et à vivre dans cette cité dépendrait de cette énergie après le vril. Donc c'est le seul schéma que j'ai trouvé sur le vril. Je vous avouerai que c'est un schéma alchimique. Je ne suis pas alchimiste. C'est vraiment pas ma spécialité. Donc s'il y en a qui connaissent plus que moi le vril, je les invite à partager avec nous. J'ai essayé de trouver, mais cette légende se lie ensuite au mythe de monde. Oui, voilà, la théorie de la Terre creuse. Mélanie, tout à fait. Tout à fait, c'est comme le dit Mélanie, et comme je l'ai dit, c'est vraiment une légende multiculturelle. Elle est issue de toutes les cultures. Donc voilà, donc je tenais à en parler du vril parce que c'est important dans cette légende, mais je ne resterai pas plus longtemps dessus. C'est une énergie qui serait propre à ses habitants. Donc, ouais. Donc on va revenir sur la théorie de la Terre creuse, ce sera plus simple. Donc il faut savoir que suivant les légendes, auprès d'Arcarta vivent des dieux, des monstres. Les cavernes peuvent être des réserves d'énergie terrestre, parfois symbolisées par des trésors. La caverne est la concentration de forces magiques. Elle peut abriter des nains, des gnomes, autres gardiens de trésors cachés. Entrer dans la caverne et faire le retour d'origine et faire le retour à l'origine et de la montrer au ciel. Alors c'est vraiment un lieu mystique qui est bon dans beaucoup de cultures et je sais même plus ce que je voulais dire. Donc il faut savoir que la première fois que ça a été représenté d'une manière contemporaine, ça a été représenté par l'amiral Baird. Donc ça c'est The Hollow Earth, donc la Terre fantôme. Donc l'amiral s'attira les sarcasmes et les colibés des sommités scientifiques de l'époque. Dans les années 1970, Mikhail Ivanov fait une série de conférences sur l'Agartha. Elle lui valut également les ricanements. Donc voilà, il faut savoir que c'est une théorie qui a été portée récemment, mais voilà, ça reste une théorie qui n'est pas acceptée par le monde scientifique. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'explications, beaucoup de théories. Hein. J'ai toute la théorie plausible qui expliquerait la formation d'une terre creuse. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais leur envoyer, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est vraiment tout ce qui est loi quantique et tout ça. Voilà, il faut savoir que scientifiquement, on peut prouver qu'une terre peut se former de manière creuse. Les nazis, effectivement, alors je ne sais pas si je l'ai encore. Si, voilà, c'est celle-là. Je m'en sers beaucoup d'ailleurs. C'est celle que vous voyez depuis le début. Il faut savoir, ça c'est le plan des nazis. C'est les recherches des nazis. Mais il faut savoir qu'à l'époque, les nazis avaient toute une branche basée sur les recherches paranormales. Hein. Ils étaient ésotériques, voilà. Ils étaient très poussés là-dessus. Agartha en a fait partie de leurs recherches. Ça, c'est un plan allemand. Voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de recherches actuellement qu'on connaît sur la métaphysique et tout ça qui sont basées sur les recherches allemandes. Alors voilà, alors alors je vais reprendre ce plan là, ça sera plus simple.
pour toi, Véro, hein, parce que si tu vas parler d'aller la chercher. Il faut savoir que on situe traditionnellement quelques entrées supposées du royaume d'Akartha qui sont basées entre autres sur les croyances bouddhistes dans les endroits suivants. La Cueva de los Teyos en Équateur, le désert de Gobi en Mongolie, la grotte de Sibylle de Colchide, le mont Atlas en Géorgie, la grotte de la Sibylle de Cumes près de Naples en Italie, les chutes d'Igaku au Brésil, Mammoth Cave au Kentucky, États-Unis, Manos et Matos au Brésil, le mont Epomeo en Italie, le pôle Nord et le pôle Sud, la pyramide de Khéops en Égypte et Uluru en Australie. Donc il faut savoir que c'est... Si tu veux commencer tes recherches de route, tu peux commencer par là. Comme la légende des photos de la... Oui, alors il y a beaucoup de photos que je n'ai pas sorties parce qu'on n'a aucune preuve concrète d'où ça vient. Tout à fait, Jérôme. Donc voilà, comme le dit Jérôme, effectivement, le dessin animé qu'on a tous connu, ceux qui sont nés dans les années 80, les Royaumes Engloutis, dans les années 70-80, on a tous connu ça. Donc il faut savoir que dans toute la France, il y a des légendes sur la Gartha, hein, dans l'Aude, dans le Massif central, tout ça. On retrouve beaucoup de légendes là-dessus. Il faut savoir que les récits, on trouve souvent en France, hein, donc je vais parler que de la France, hein, on trouve souvent des récits sur le fait que des animaux, donc des chats, des chiens, des veaux, ou même des cochons, ou des enfants sont tombés dans ces ouvertures, auraient été retrouvés parfois plusieurs jours plus tard, en parfaite santé, non affaiblis. Cependant, concernant les enfants, ils n'ont plus souvenir de leur aventure. On signale aussi des adultes, des chasseurs, des bergers, des égarés, des braconniers et même un magistrat, qui, après plusieurs jours d'absence, ont été retrouvés sans que leur barbe ait poussé, mais eux aussi sans la moindre mémoire ni notion de la durée de cette promenade en Agartha. Deux témoins signalent que les hommes ayant subi ce cheminement en sont revenus avec leurs cheveux entièrement blanchis. Également, les victimes, précipitées dans ce passage, n'ayant pas prévu cet accident, ne disposant évidemment pas d'éclairage, et parviennent pourtant à se diriger dans ce milieu supposé obscur et mieux encore à en ressortir. Parfois, on explique que ces portes sont sous la garde de quelques créatures titanesques, exigeantes, pourtant faciles à émouvoir ou à berner. Bien entendu, s'ajoute la traditionnelle présence de trésors phénoménaux, desquels quelquefois l'audacieux témoin parvient à se saisir d'une pièce ou deux. Il arrive souvent qu'il soit question de lacs souterrains gigantesques et de véritables fleuves les alimentant. Mais étrangement, il semble possible de les parcourir et de les suivre sans pour autant savoir comment. Donc tout ça, c'est des légendes françaises. Hein. Donc en Allemagne, j'ai regroupé que je me suis allé chercher que les légendes françaises, mais effectivement, c'est des légendes mondiales. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de récits d'enfants, même d'adultes disparaissant dans ces supposés passages vers la Gartha, revenant indemnes et souvent en bonne santé. Les hommes, par exemple, vu que leur barbe n'avait pas poussé ni rien, comme hors du temps, n'ayant pas subi des affres du temps, et revenant sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Mais jamais blessé, jamais blessé, jamais mal portant. Après, voilà, il y a la légende autour de ces gardiens des portes. Après, il faut savoir qu'après, si vous partez sur les théories récentes, les habitants, ressemblerait à ça. Donc, c'est la théorie des intraterrestres. Donc, ça s'associe à la théorie de la Terre creuse. En fait, ça expliquerait qu'à l'intérieur de la Terre creuse, la manière dont vous viviez beaucoup plus longtemps, sachant que vous avez toutes les connaissances du monde, vous êtes des personnes beaucoup plus évoluées. Vous ne subissez pas les affres des intempéries, des contraintes de vivre à l'extérieur de la planète. Donc vous vivez en harmonie, en paix. Et voilà.
Donc voilà, c'est un des lieux supposés. Je vous mets en image. Voilà, on va revenir là-dessus. Alors, je n'ai pas lu le manga Evangelion en entier, donc je pourrais pas te dire. Ah ben, je suis content, Manu. Je suis toujours content quand quelqu'un a appris quelque chose. Voilà, faut savoir qu'Agartha, moi je l'apprécie parce qu'elle fait partie de beaucoup de théories du complot modernes, hein. Bon, après, il faut savoir que c'est. Alors, dans le livre paru en 1986, Ce voyage à Shambhala, Daniel Meroy et Anne Givaudan ont rencontré leur incursion dans le monde souterrain de l'Agartha, à la faveur d'une sortie hors du corps, donc un voyage astral. Les auteurs se sont trouvés projetés au cœur d'une immense géode avec des cristaux géants jaillissant de partout. Ils ont été informés qu'il s'agissait de la porte d'accès au premier monde souterrain et qu'il en existait en fait 7 mondes souterrains. Donc c'est Mélanie qui nous a marqué ça. Alors alors Manu pour information Evangelion, je l'ai vu quand j'étais très jeune. Et je n'ai aucun j'ai souvenir de beaucoup de choses, mais pas de ça. Alors, merci Mélanie. Alors les légendes des 7 mondes, tout ça, ça revient très souvent dans beaucoup de légendes de ces fameux 7, ce chiffre 7, en parlant de monde, de royaume et tout ça. Même dans l'épopée des morts, t'as les 7 passages pour arriver jusqu'au continent des morts. Donc c'est possible que. Après, le problème, c'est qu'il s'agit d'une. Il faut, pour accepter ce témoignage, il faut accepter le principe du voyage astral et tout le monde ne peut pas l'accepter. Tant qu'on connaît Candy. Je connais même pas l'histoire de Candy, Jérôme. Je sais qui est Candy, mais je connais pas son histoire. Je sais pas comment ça se passe dans sa vie, la pauvre. Mais effectivement, puisqu'on parle de dessin animé, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder Les Mondes Engloutis. Vous aurez quelques curiosités là-dessus. Il faut savoir que ce soit pour Is, que ce soit pour toutes ces légendes, même à Agartha, il y a énormément de BD qui ont été très bien dessinés là-dessus. Je vais pas vous les montrer pour droit d'auteur, hein. Vous savez qu'en ce moment, sur Facebook ou YouTube, ils font la chasse aux droits d'auteur. Donc je ne peux pas vous les montrer, mais voilà, n'hésitez pas à les chercher. Surtout sur Is, c'est très intéressant, sachant que c'est une légende française. Et puis il y a même un jeu là-dessus, un jeu américain là-dessus. Donc voilà, alors je suis désolé, je me suis penché que sur ces deux légendes, mais c'est très compliqué d'arriver à regrouper les sources pour ça. Euh, donc voilà, je me suis concentré essentiellement sur ces deux, hein, sur Is et Agartha. Euh, il y en a énormément encore. Il y a Valon, il y a la cité d'Iram que je voulais aussi vous traiter, mais j'ai pas réussi à trouver des sources communes. En fait, il y a tellement de. Même que ce soit pour Avalon, en fait, si vous voulez, ça part un peu dans tous les sens. Il y a tout et son contraire, donc tant que je n'ai pas réussi à regrouper vraiment des. Comme Atlantide, hein, tant que j'ai pas réussi à avoir au moins un fil commun, je considérais que je n'ai pas trouvé. Les cités d'or, les capitales de Mu, donc les cités d'or, oh, après, quand vous partez dans le légendaire, il y a Asgard, il y a le continent d'Asgard, donc les dieux nordiques, il y a le mont Olympe, il y a tellement, tellement, tellement de cités légendaires et qu'encore on parle que des plus connus parce que par exemple vous allez au Japon, il y a des cités légendaires. On peut même parler de la cité impériale si vous voulez, hein, c'est la cité interdite. Les cités de Mu, oui, tout à fait, Jérôme. Mais il y en a énormément, énormément de cités à traiter que j'en ai choisi que deux parce que voilà, une qui était française, la légende 10. Agartha parce que c'est une légende multiculturelle, donc j'ai pas voulu me pencher plus sur une culture que sur une autre, donc voilà, j'ai vraiment, même si c'est à l'origine c'est bouddhiste, c'est même amérindien, donc c'est vraiment, si vous voulez, c'est des légendes qui sont nées qui ont trouvé leur origine un peu partout dans le monde, et pourtant qui ont beaucoup de traits communs. Tout à fait. Alors, je t'avouerai que Jérôme, j'ai pas osé l'attaquer celle-là parce que je n'arrive pas à prononcer le nom de la ville. Kitaïdj, je sais pas comment ça se prononce.
Alors c'est une autre site engloutie, je l'ai vu. Alors, le problème c'est que j'avais déjà traité Is. Alors si je traitais en plus Kitage, voilà, j'aurais traité deux sites engloutis, sachant qu'il y a moins de légendes sur Kitage, qu'il y a moins d'écrits dessus. Donc est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'un Cartable pourrait exister? Est-ce que vous pensez que la Terre pourrait être creuse? Alors la théorie de la Terre creuse, elle est bien développée, hein. Bonsoir Flo. Il faut savoir qu'elle est bien développée et qu'il y a des explications à quasiment tous les phénomènes qu'on voit sur Terre et tout ça. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que... Ou même X, hein, la cité 10, a pu être engloutie mais qu'elle existe encore? Alors, je ne vous parle pas de la légende qui ferait qu'elle remonterait à la surface. Est-ce que vous pensez que des cités comme ça ont pu exister? Ou même existent encore, hein, puisque Agartha existerait encore, même si certains accès seraient condamnés. Alors il faut savoir que pour expliquer pourquoi à l'heure actuelle on ne peut pas les voir, alors, je l'avais, il faut savoir qu'il y a une théorie expliquant que comme c'est des gens qui sont beaucoup plus développés que nous, et même technologiquement parlant, au niveau des pôles, au niveau des deux entrées principales, en fait ils auraient bâti des espèces de boucliers magnétiques qui empêcheraient de survoler, de s'en approcher. Bon, le problème c'est que là on se rapproche un peu plus de la théorie de la Terre plate avec les bords de la Terre qu'on ne peut pas approcher, donc voilà. Tout à fait. Alors, oui, effectivement, Jules Verne en a parlé, hein, dans son voyage au centre de la Terre. Alors oui, pourquoi pas, hein. Effectivement, Jules Verne a été relativement visionnaire à ce niveau-là. Alors pourquoi pas ça n'existe pas? Alors est-ce que ça aurait pu aussi exister dans le passé et ne plus exister actuellement? Euh, Alors je me suis penché sur Sodome et Gomorre aussi, hein. Quand j'ai commencé à me pencher sur Hiram, j'ai voulu me pencher sur quelque chose de catholique. C'est aussi genre je me suis penché sur Sodome et Gomorre, détruit par le feu de Dieu. Donc effectivement, j'ai vu des théories, des théories du complot, on peut appeler ça comme ça, qui expliqueraient que ces deux villes étaient pulvérisées tout simplement par une bombe atomique. Mais bon, ça reste des théories très, très vagues celles-là. Surtout que Sodome et Gomorre ont été détruits par leur perversité et que je pense pas qu'à l'époque la perversité était une condition pour être détruit. Toutes les cités ont une base réelle comme Troie. Alors Troie, tant qu'il n'y avait pas la guerre de Troie, elle était concrète. Après, elle est devenue légendaire par rapport au fait qu'il y ait des demi-dieux, qu'il y ait des héros qui apparaissent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ne sont pas au départ. Tout à fait. Alors, je suis d'accord avec Véro et Mélanie, hein. Alors, il faut savoir que même à l'heure actuelle, sous le pôle Nord, donc l'Arctique, j'inverse toujours l'Antarctique et l'Arctique. Sous l'Arctique, on a trouvé encore il y a peu de temps, on a trouvé des restes de possibilités de construction humaine. Donc, on est vraiment qu'à l'époque on est vraiment tout début des théories, mais bon. À l'heure actuelle, même dans notre recherche, on n'arrête pas, et pourtant on est censé découvrir la Terre, on n'arrête pas de découvrir des monuments, des choses immenses qui sont sous nos yeux, mais qu'on n'a pas encore vues. Et Mélanie, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça reste le fond de ma pensée. Dans chaque légende, pour moi, dans chaque légende, il y a une base de vérité. Après, ça devient des légendes parce qu'on en rajoute, mais même t'as beau en rajouter, il y a toujours quelque chose, toujours une base qui est vraie. Après, ça peut être compliqué à concevoir, mais j'ai lu, je me passionne pour l'astronomie, donc j'ai lu toute la théorie de la conception d'une Terre creuse. Elle n'est pas ridicule, elle est loin d'être ridicule. Là aussi, elle devient compliquée, c'est quand on commence à parler des pôles Nord et de la manière dont actuellement il les cache. Alors pourquoi pas, effectivement, alors je vais le remontrer, hein. La théorie des intraterriens. Alors, ce qui serait marrant, hein, avec la théorie des extraterrestres se prouve, ça aurait tendance à prouver que tout ce qu'on a pris pour des extraterrestres, donc par exemple Roswell et tout ça, ça serait en fait des intraterriens, donc déjà des habitants de la Terre, qui seraient plus autant terriens que nous, hein.
Tout à fait, voilà, Jérôme. C'est ce que je disais. On trouve actuellement des méga structures immenses et impressionnantes qu'on n'a toujours pas vues. Et pourquoi pas est-ce que... Après, il y en a qui disent, ouais, mais on a sondé des profondeurs gigantesques. Mais oui, mais ce qu'on appelle des profondeurs gigantesques, ça reste toujours minime, infime par rapport au diamètre de la Terre. Donc, oui, non, on ne sait toujours pas ce qu'il y a réellement en dessous. Je ne connaissais pas ça, Jérôme, les fondations sur le mur des lamentations. Alors si un jour je fais un sujet sur les théories, les complotistes, je le ferai avec plaisir, mais je le ferai, ça sera vraiment un hors-sujet, parce que c'est vraiment, on s'éloigne de plus en plus du paranormal. Mais c'est moi-même étant complotiste, alors être complotiste, c'est pas être con et croire les reptiliens, tout ça, hein. C'est croire qu'effectivement il y a des complots, mais il y a des théories qui sont très intéressantes. Alors faut savoir que la théorie des personnes longiformes, donc très minces et très allongées, vu que par rapport à nous, ils sont plus proches du centre de la Terre, ça expliquerait que ce soient des gens plus allongés. Mais c'est très intéressant parce que toutes les théories sur Agartha ont été faites avec sérieux. Il y a beaucoup de théories qui ont été faites avec sérieux. Donc ça permet de douter de... Pardon. Ça pourrait être vrai, effectivement. Il n'y a pas de souci, Véro. En plus, ça, effectivement, Jérôme, le fait que notre Terre ne soit pas un corps inerte, surtout la surface, que ça soit continuellement en mouvement, effectivement, il pourrait y avoir des cités, même des civilisations entières qui auraient disparu suite à ces catastrophes naturelles, le mouvement des plaques, les éruptions volcaniques, notamment par exemple Pompéi, hein, qui a disparu soudainement. Donc effectivement, même notre Terre, donc les phénomènes climatiques, les catastrophes naturelles, même là-dessus, par exemple, une cité portuaire qui ne serait pas sur un sol stable, donc sur une falaise profonde, mais qui a un tsunami qui arrive dessus ou un tremblement de terre, effectivement, cette cité pourrait d'un coup être engloutie sous terre, au fond de l'océan. Une faille qui s'ouvrirait. Il y a tellement de choses naturelles qui pourraient expliquer la disparition de ces cités. Pourquoi pas l'Atlantide, entre autres, hein, que oui, c'est fort plausible. C'est très fortement plausible que ces cités englouties, disparues, aient réellement existé. Après, le fait qu'elles aient disparu peut entraîner les légendes. Le fait qu'il y ait que quelques personnes qui l'aient vu. Après, c'est le fait que tu aies vu quelque chose mais que ça n'existe plus, ça sent, les légendes s'envolent très vite. Pompéi, effectivement, ils viennent de s'apercevoir que la ville était peut-être plus grande que prévu. Le problème, c'est qu'à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas de plan de Pompéi. Donc voilà, excusez-moi, je suis un peu malade, hein, j'ai un peu le nez pris. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de cités, de légendes dont j'aurais pu parler. J'ai décidé d'en choisir que deux pour l'instant. Parce que je sais pas que j'ai pas recherché sur d'autres, mais voilà, je cherche un fil rouge, au moins une trame, de quoi en tirer une légende commune. C'est compliqué. Je vais pas vous sortir qu'une seule légende, sachant qu'il y a beaucoup de versions. Je pense notamment à l'Atlantide. J'aimerais bien trouver un truc, un fil commun dans plusieurs légendes. Avalon, tout ça, c'est des cités que j'aimerais bien traiter, mais que je vais traiter plus tard parce il me faut pas qu'une semaine de recherche. En plus, malheureusement, j'ai lancé mon sujet, mon questionnaire tard. Donc, je m'en excuse, hein. Là, je penserais bien le mettre soit ce soir, soit lundi matin. Mais voilà, j'ai penché tout de suite dessus. Ou je vais peut-être vous laisser un questionnaire libre. Ça sera peut-être, ça vous permettra aussi de choisir vous-même les sujets à traiter. Non, c'est que le temps, il y a eu un coup de redoux là, ça nous a tous enrhumés. Donc voilà. Euh, bon, pour moi, le live est fini. On va arrêter là. Par contre, ce soir, n'oubliez pas ce soir, ma petite femme peut me marquer à quelle heure elle va le faire. Ma femme va faire un live par rapport, un débrief par rapport à l'enquête d'hier soir.
Donc n'hésitez pas à venir. Elle va marquer l'heure à laquelle elle pense faire. Je pense que ce sera 20h30, 21h, si je ne me trompe pas. Donc voilà, elle va vous faire un live. Moi, je tiens à remercier tous mes modérateurs, Manu, Véro, ma petite femme, Nathan, qui est, qui est le modérateur le plus récent, mais qui est le plus nerveux. Je remercie de tout mon cœur Jérôme, Véro et Mélanie pour leur apport de connaissances. Mais il n'y a pas que les textes égyptiens, Jérôme. Il y a d'autres textes aussi. C'est pour ça qu'il faut que je trouve une trame commune. Voilà, c'est très intéressant. J'adore. Je les adore parce ils amènent toujours des trucs que j'ai vus ou que j'ai pas vus. Ouais. Alors ils ont tendance là, des fois me. Demain soir. D'accord. Alors non, alors le live ça sera pas ce soir, ça sera demain soir qu'elle le fera. Demain soir 20h30, 21h, mon cœur. Voilà, demain soir, comme ça, ce soir, on va en profiter pour rester en famille, se préparer pour le boulot et pour l'école demain. Donc voilà, demain soir, le live de. Merci Marcel. Alors c'est un des compliments que j'adore. Merci Manu, c'est des compliments que j'adore quand on me dit qu'on a appris quelque chose. Voilà, c'est le but de mes lives, c'est au moins de vous apprendre un truc. Ça me suffit. Comme j'ai dit, tant qu'il y a une personne qui aura appris un truc, ça me suffira. Donc de toute façon, ma femme mettra un événement, on fera l'annonce pour le live de demain. Alors demain 21h, parfait. Ceux qui n'ont pas vu l'enquête, je vous invite à aller voir l'enquête d'hier soir. Elle est en replay sur Inibis, n'hésitez pas. N'hésitez pas à réagir aussi même à mon live, hein, ça me fait toujours plaisir. Ce que je ferai, c'est que je vous laisserai un sondage libre. Je vais le mettre en place là, dès que j'ai fini le live, j'ai fermé, je mettrai en place un sondage libre, comme la dernière fois. Merci Mélanie. Voilà, Jérôme, ça a peut-être le temps d'écouter l'audio. Merci à tous de votre présence. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Alors merci merci, petit dédicace spécial, merci à Michel. Vous avez vu le générique d'attente et le générique de début d'émission, c'est vrai, ça a été fait par Michel par Michel Billet, et il a travaillé dessus, donc voilà, je tiens à le remercier énormément. Merci à vous tous de votre présence. Je vous laisserai alors faites attention, je vais mettre le générique à la fin. La dernière fois, les gens m'ont dit ça a été fort d'un coup, alors je mets un générique à la fin, ne vous inquiétez pas. Vu cette nuit quand je suis. D'accord, Mélanie. Voilà, n'hésitez pas à regarder, ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à regarder en replay, hein, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à regarder l'enquête solo de ma femme d'hier soir. Elle fera un live débrief demain soir à 21h, soyez présents. N'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à partager. Hein. Voilà, je vous remercie tous, je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, un bon repas en famille pour ceux qui peuvent l'être. Vive Michel, voilà. Bonsoir Maurice, t'arrives à la fin. Écoutez, passez une bonne soirée, passez un bon dimanche. Et puis voilà, comme l'a dit Mélanie, n'oubliez pas que dans chaque légende, il y a un fond de vérité. Merci bien, au revoir.